Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jérôme. Je suis très heureux de t'accueillir un petit peu sur notre petite chaîne YouTube de l'association Espace Marx Aquitaine Bordeaux-Gironde. Donc on se connaît un petit peu puisqu'on a travaillé un petit peu ensemble à l'association, l'Institut de recherche et de documentation pour la paix pendant quelques temps, et puis on va continuer certainement à se voir. Et donc c'est comme ça que j'ai appris que tu publiais un ouvrage, et donc je vais te donner la parole pour que tu te présentes un petit peu, même si il y a déjà eu une présentation dans l'invitation, et puis ensuite que tu nous parles de ta dernière production, sachant que tu as évoqué l'idée d'en faire une prochaine, et on aura certainement le plaisir de te réinviter pour continuer à échanger. Donc à toi, Jérôme. Je te remercie Dominique, je te remercie déjà pour cette invitation et je remercie ceux qui sont là ce soir. Alors, je suis de formation scientifique à la base, biologiste, mais depuis quelque temps, je me consacre un peu plus à l'écriture, même quasiment exclusivement à l'écriture maintenant. Et donc, je vais un peu vous parler de ce livre, mais avant, finalement, j'aimerais revenir sur le contexte qui m'a amené à l'écrire, ce qui me permettra aussi d'un peu plus me présenter quelque part. Il y a quelques années, maintenant 7 à 8 ans quand même, j'ai rencontré le mouvement de la paix à Marseille, et avec eux, j'ai découvert le concept de culture de la paix et de la non-violence, qui faisait écho à un certain nombre de réflexions que je menais de mon côté. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le concept de culture de la paix et de la non-violence propose de travailler en synergie sur 8 points sociaux, afin de permettre de promouvoir une société que j'appelle une société de paix, une société pacifiée. Ces 8 points étant donc le développement durable, la démocratie, les droits humains, l'éducation au sens institutionnel du terme, pas familial, l'égalité femmes-hommes, la libre circulation des connaissances et de l'information, la paix et la tolérance et la solidarité, si je n'ai rien oublié. Et donc, ces interactions avec le mouvement de la paix m'ont conduit à écrire effectivement un premier essai qui s'intitulait Vers une société de paix, où j'essayais de développer, de réfléchir à la construction d'une société, tous ensemble, une société qui serait pacifiée. Ça a amené, après, certains amis à m'interpeller sur cet ouvrage et m'a demandé d'approfondir en particulier certains points, dont celui de l'éducation. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Et effectivement, tu parles de l'IDRP, c'est aussi dans les interactions que j'ai eues à l'IDRP qui ont elles aussi nourri cette réflexion-là avec tous ses membres. Et donc, ça m'a mené effectivement à me dire qu'il fallait que j'écrive ce livre, donc qui s'appelle Changer d'éducation, inventer une nouvelle société ensemble. Le but de ce livre est donc de parler de l'éducation, mais à travers le changement de société. L'objectif est réellement de parler de l'éducation en ce qu'elle peut promouvoir un changement de société. Quelle société inventer ensemble, ou pour reprendre le vocabulaire de mon premier essai, quelle société de paix inventer ensemble. Et ce mot ensemble est pour moi quelque chose d'extrêmement important, car c'est toujours ce que j'ai voulu faire au travers de mes livres, c'est ouvrir une discussion de tous et toutes ensemble. Car je suis convaincu que s'il doit y avoir une solution, ou s'il peut y avoir même une solution au problème que traverse notre société, elle proviendra nécessairement d'une réflexion et d'une action de tous et de toutes ensemble. Donc, comme ceci m'a conduit à un certain nombre de questionnements au travers de mon essai, quelle éducation serait à même de produire une autre société? Quelle forme pourrait-elle prendre? Quels en seraient les éléments essentiels, en tout cas selon moi? Donc, avant d'aller un peu plus loin là-dessus, je vais quand même faire une parenthèse, c'est pourquoi changer de société? Parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'on doit changer de société? Donc, il me semble qu'on peut faire facilement le constat que notre société
ne va pas très bien, en tout cas qu'elle traverse de nombreuses crises, que ce soit des crises environnementales, avec par exemple le réchauffement climatique, mais ce n'est pas la seule, des crises sociales, avec une exacerbation des, des violences entre membres de la société, en tout cas une distension de la société, une crise politique avec une extrémisation ou une scission entre citoyens et politiciens, crise territoriale aussi avec les guerres qui sont malheureusement très d'actualité, crise éducative aussi, pour revenir au sujet, avec une éducation qui continue à produire des inégalités et une éducation qui produit aussi de plus en plus de décrochage scolaire, de phobie scolaire. Tous ces éléments, qui ne sont pas exhaustifs malheureusement, m'amènent à minima à produire la question, à se poser la question, cet État est-il enviable? Cet État est-il enviable au point de ne pas vouloir envisager une autre société? Cette question est d'autant plus prégnante que, avec la mondialisation, c'est même en termes de pérennité de l'humanité qu'elle se pose. Et donc, il me semble que nous devons nous poser cette question d'une autre société, de la possibilité d'une autre société. Maintenant, en quoi l'éducation serait-elle un élément levier pour arriver à cette autre société? Alors, pour revenir sur justement, faire le lien avec le début, l'éducation est l'un des points de la culture de la paix et de la non-violence. Et si c'est un des points de la culture de la paix et de la non-violence, c'est que c'est effectivement un élément extrêmement prégnant de la société, extrêmement fort de la société, qui est en capacité d'apporter un changement, de former même la société de manière générale. Si j'explicite selon moi la force de ce point, il se décompose à 3 niveaux. Le premier, c'est qu'il nous forme personnellement. Au même titre que l'éducation familiale, il va aussi former notre personnalité, ne serait-ce que dans nos interactions avec nos enseignants, qui pourront aussi bien nous apporter le goût que le dégoût pour une matière, et donc bien d'autres aspects. Le deuxième élément, c'est qu'il nous forme aux règles et aux valeurs de notre société. Actuellement, typiquement, l'éducation est extrêmement orientée vers un objectif de former à un travail. Elle est très orientée aussi dans une valeur de compétition, tout le système éducatif étant orienté dans la compétition entre élèves pour arriver aux meilleures formations possibles, qui étant celles censées aboutir au travail les mieux rémunéreux selon les mêmes valeurs de notre société. Et dernier élément qui me semble très important dans l'éducation, c'est sa capacité à nous donner une vision du monde, que ce soit au travers de l'enseignement de matières comme l'histoire, qui peuvent être biaisées avec une histoire qui ne serait que l'histoire des vainqueurs, à travers l'enseignement des sciences, qui sont enseignées ou pas, mêlées de religion ou pas, ou même, si on prend un exemple très concret actuel, à travers l'éducation civique, qui elle aussi donne une vision du système politique et de la façon dont il s'organise, et qui est très prégnante dans notre vision du monde. Tout cela fait que, à mon sens, l'éducation est un élément réellement majeur dans la formation de qui nous sommes et qui nous influence fortement, et que nous-mêmes, faisant partie de cette société, influençons la société et formons la société dans laquelle nous vivons. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, il y a une réciprocité. La société, elle aussi, nous influence et influence l'éducation. C'est donc par ce double jeu d'influence que l'éducation me semble extrêmement importante, tant dans sa capacité à nous influencer et qu'à travers nous, dans sa capacité à influencer la société dans laquelle on vit et celle dans laquelle on vivra. Alors, pour moi, du coup, vous l'aurez compris, l'individu est réellement la brique fondamentale de la société et du changement possible de cette société. D'ailleurs, si Marguerite Yourcenar, écrivaine du XXe siècle, première femme à l'Académie française,
disait « On peut toujours essayer individuellement d'échapper à la fin de l'humanité, et comme le monde est composé d'individus, chaque individu qui tâche d'échapper est déjà une promesse de salut, une mince promesse de salut pour le reste. » C'était donc pour elle bien l'individu qui avait une chance de permettre à l'humanité d'échapper à ce qu'elle considérait déjà à son époque, donc il y a quand même 50 ans qu'elle disait ça, à sa triste fin. Or, je pense qu'aujourd'hui, la majorité d'entre nous n'est pas capable de faire ça. D'ailleurs, c'est ce qu'elle-même dit, elle n'est pas capable d'échapper, on n'est pas capable d'échapper à cette fin de l'humanité. On n'a pas forcément on n'a pas forcément les outils pour ça. On n'a pas été formé à ça, si je puis dire. Et la preuve en est, c'est que notre monde ne va pas très bien et qu'il traverse de nombreuses crises, comme je l'ai dit. Or, il me semble que l'éducation, de par sa capacité à nous former, pourrait être un élément extrêmement important. Si une éducation était en capacité à former des individus aptes à penser un monde différemment, aptes à réfléchir à une autre société que celle-là, alors nous pourrions sans doute tous et toutes inventer une nouvelle société ensemble. C'est, me semble-t-il, là l'enjeu majeur d'une réflexion sur l'éducation, c'est toute la puissance de l'éducation de pouvoir essayer d'inventer un autre monde que celui dans lequel on est, et nous en donner les clés pour pouvoir le construire. Je pense que, en fait, de manière générale, comme je l'ai dit, l'individu est à la base de la société, et que finalement une société n'est d'une certaine façon qu'une réunion d'individus. Et que si on se regroupe, comme n'importe quelle autre société animale, c'est pour pouvoir survivre et être plus forts ensemble, c'est pour pouvoir profiter des compétences différentes de chacun qui apportent leur force à la société. Alors là, je vais aussi faire une autre petite parenthèse sur l'individu, car très souvent, quand je parle d'individu, on l'associe à l'individualisme. Or, ce n'est pas du tout ce dont je parle, ce sont deux choses totalement différentes. Et en tant que biologiste, je vais donc essayer de trouver une analogie par la biologie à ce que je veux dire. En biologie, quand on parle de l'espèce humaine, mais c'est vrai pour n'importe quelle autre espèce en fait, on dit souvent tous identiques, tous différents. C'est-à-dire qu'on est tous identiques au sens où si on prend n'importe quel être humain, n'importe où sur la Terre, que ce soit un homme ou une femme, quel que soit l'endroit où on va le prendre, nous serons identiques au sens où nous avons des caractères communs qui font que nous formons l'espèce humaine. En cela, nous sommes tous identiques. En revanche, si on regarde individuellement les gens qui composent cette espèce humaine, ne serait-ce que sur l'aspect physique, on voit bien que nous ne nous ressemblons pas les uns les autres, nous sommes tous différents. C'est pour moi la même chose dans une société, nous sommes tous identiques au sens où nous sommes tous des éléments de cette société, nous la composons comme nous composons l'espèce humaine, mais nous sommes tous différents individuellement dans cette société. Et c'est cette différence qui permet à la société d'exister et qui lui donne cette force. C'est cette individualité qui lui donne cette force et donc bien quelque chose de totalement opposé à l'individualisme. Et du coup, de ce point de vue-là, changer de société, ce serait finalement changer d'individu. Si changer de société, c'est changer d'individu, eh bien l'éducation est sans aucun doute un puissant moyen pour arriver à changer les individus, à former des individus différents. Donc, actuellement, l'éducation est plutôt source d'uniformisation et d'immobilisme, ce qui ne nous pousse pas à changer de société. Ceci est dû à son organisation, aux valeurs qu'elle transporte, ainsi qu'à son objectif, comme je l'ai dit, qui est un objectif de formation à un travail. Mais d'autres éducations ont existé par le passé et d'autres éducations peuvent exister. Je vous propose ici une autre éducation que j'ai appelée l'éducation des individus, en référence au rôle central de l'individu dans la société. Je vais tenter de vous présenter les 5 éléments qui m'apparaissent nécessaires pour qu'une éducation soit en capacité à former ces fameux individus aptes à changer de société.
Je ne rentrerai pas trop dans le détail de ces 5 éléments. On pourra par la suite, si vous voulez, en discuter. Donc les 3 premiers points de cette éducation me semblent intimement liés. Il s'agit de développer l'esprit critique, d'intégrer les sciences et le raisonnement scientifique, et enfin de développer ce que j'appellerais s'éduquer à la sagesse. Développer l'esprit critique, c'est développer notre aptitude au scepticisme, c'est développer notre aptitude à analyser ce qu'on nous dit. Carl Sagan, célèbre astronome et vulgarisateur scientifique, disait qu'il fallait un juste équilibre entre deux tendances, celle qui nous pousse à inlassablement être sceptiques à toutes les hypothèses qui nous sont soumises, et celle qui nous invite à garder une grande ouverture aux idées nouvelles. Il me semble que l'objectif est de pouvoir produire des jugements fondés, des jugements justes, des jugements qui reposent sur une analyse rigoureuse de ce qu'on nous dit, des hypothèses qu'on nous propose. Le deuxième élément est celui d'intégrer les sciences et le raisonnement scientifique. Alors, l'intégration des sciences permet en particulier de mieux connaître notre environnement, d'avoir une connaissance minimale, sachant que pour ce monde dans lequel nous vivons, c'est quand même assez intéressant d'en connaître un petit peu le fonctionnement. Et le deuxième élément, qui est le raisonnement scientifique, il est extrêmement important puisque c'est en particulier sur lui que se base l'esprit critique, en tout cas sur la démarche scientifique qui est assez importante pour la mise en place de l'esprit critique. Le dernier élément est s'éduquer à la sagesse. Alors cette sagesse fait référence en réalité à la sagesse des stoïciens et des épicuriens, qui sont des philosophies antiques. Et on pourrait résumer ceci en deux volets, une connaissance du monde extérieur, qui est assez en relation avec la science, et une connaissance intérieure, qui est le connais-toi toi-même de Socrate, même s'il n'était ni épicurien ni stoïcien. Le quatrième et cinquième élément sont aussi assez importants. Le quatrième élément donc, de cette éducation, c'est s'éduquer tout au long de la vie. Et là, c'est un changement de paradigme par rapport à notre système éducatif, puisque notre système éducatif, encore une fois, a pour but de former un travail et à durée limitée, alors que l'éducation tout au long de la vie n'a pas de fin, et en plus, elle a pour but de former des individus, encore une fois, qui seront en aptitude, en capacité à changer le monde et à le faire évoluer au fur et à mesure. Alors, il existe bien effectivement actuellement une formation continue, ou une formation permanente, même on l'appelle en Belgique, mais elle reste quand même plus ponctuelle que ce que serait une éducation tout au long de la vie, et malheureusement très liée, surtout actuellement, au travail, là aussi. Et le dernier des 5 points, c'est apprendre, en fait, à évoluer. Une société n'est pas appelée à durer éternellement. Notre société a succédé à de nombreuses sociétés avant elle, et souvent on a tendance à l'oublier. Et il me semble très important d'apprendre à prendre de la distance avec notre modèle, avec notre société en général. Cela nous permettrait de pouvoir plus facilement la juger, si je puis dire, et éventuellement la changer quand il faut la changer. Car nous y serions sans aucun doute moins attachés. En résumé, pour conclure, je développe dans cet essai l'idée que l'éducation est un moyen extrêmement intéressant pour essayer de produire une nouvelle société. Reste la question, quelle éducation pour quelle société? Aujourd'hui, on a un mode éducatif qui est en rapport avec la société que nous avons. Si nous voulons une autre société, il faut déjà réfléchir à quelle société on veut et trouver un mode éducatif qui va de pair. Pour aller vers une société qui serait
je ne sais comment l'appeler, plus sage, plus pacifié, en tout cas qui pourrait plus facilement surmonter les crises que nous traversons. Je propose de réfléchir sur une éducation des individus qui seraient en capacité de raisonner plus justement, qui connaîtraient mieux le monde qui les entoure, qui se connaîtraient mieux eux-mêmes, qui s'éduqueraient tout au long de la vie, et qui surtout aurait intégré le fait que le changement est inhérent à toute société et qu'il n'y a pas de société qui peut durer perpétuellement. Même une bonne société est appelée à évoluer. Alors bien sûr, je dois quand même mettre un bémol à ce que peut faire l'éducation, car je crois effectivement que la culture de la paix et de la non-violence dit quelque chose de très juste, c'est qu'une société, en fait, est un entremêlement d'un certain nombre de points, d'éléments sociaux qui la construisent, et que c'est ensemble que ces points peuvent agir de manière synergique pour évoluer les uns les autres et construire notre société. Donc, il ne faudrait pas agir que sur l'éducation, même si je pense que l'éducation est un puissant moyen d'action sur le changement de la société et qu'il nous faut y réfléchir, car je crois qu'il faut penser effectivement à changer de société. Voilà un rapide résumé, on va dire, des réflexions que j'ai tenté de mener dans cet essai. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que j'ai été assez clair, en tout cas, dans un premier temps, et si vous avez des questions. Merci Jérôme pour tous ces éléments de réflexion. Si Lionel ou Fabienne, vous souhaitez éventuellement réagir à chaud, Lionel, vas-y, ouvre ton micro. Et merci Jérôme pour cet exposé. Moi, face à ces raisonnements qu'on voit, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées sur la société. Toujours la question de savoir le réalisme de ces réflexions, leur applicabilité. Alors, c'est certainement lié à notre difficulté à changer, à imaginer le changement, mais aussi bien face à la CPNV que face aux réflexions sur l'éducation. Comment tu envisages le réalisme de ces réflexions dans le cadre de nos sociétés actuelles? Alors, je pense qu'en réalité, nos sociétés, comme je l'ai dit, traversent de nombreuses crises, que ce soit les guerres, les dissensions sociales, l'environnement, qui amène qui met même en cause la survie de l'humanité. À partir de là, ces crises ne sont pas venues de façon totalement décorrélée de notre société. C'est notre société qui les a produits. Il me semble pour ma part, en fait, en réalité, beaucoup moins réaliste, beaucoup moins pragmatique de vouloir continuer dans cette société. Car nous voyons qu'elle traverse de très graves problèmes qui mettent en jeu sa propre survie. Il me semble par conséquent qu'il faut au contraire penser, et que c'est plus qu'urgent, de penser une autre société. Et d'abord la penser, bien entendu, parce que avant d'arriver, si on veut construire un immeuble, il vaut mieux d'abord penser les plans, faire les plans, avant de commencer à bâtir l'immeuble. On a plus de chances qu'il soit stable. Et comme malheureusement le monde va très mal, et en particulier en termes d'environnement, effectivement, nous avons peu de temps pour le faire, mais ceci doit nous inciter qu'à plus partager entre nous et plus réfléchir entre nous à la société que nous voudrions. Alors, pour poursuivre un petit peu là sur ce terrain, sur la crédibilité en fait de ce que tu nous proposes comme démarche, et peut-être revenir aussi sur un aspect que tu as évoqué tout à l'heure, la différence entre la notion d'individuation et la notion d'individualisme, qui n'est pas du tout la même chose, hein, du point de vue, je dirais, de l'approche de l'individu. Et notamment, peut-être pour rappeler que Marx, malgré tout ce qu'on a pu dire, en réalité, profondément s'intéressait à la manière de permettre l'émancipation jusqu'au bout, ou la possibilité de réalisation des capacités et des compétences de chacun,
pour chaque individu et de créer une société, construire une société qui le permette. Parce que ce qu'on constate quand même aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est justement cette impossibilité pour chaque individu, je dirais, de réaliser pleinement, sauf peut-être pour certains, comme Elon Musk, qui détient une puissance économique telle qu'il est capable de réaliser n'importe quelle connerie, mais comme envoyer une voiture dans l'espace, comme si ça pouvait avoir un sens aujourd'hui. Voilà, mais c'est quand même une question qui est posée. Alors, est-ce que effectivement, tu as raison de relativiser, hein, je dirais, la place de l'éducation, parce que l'éducation, elle est au cœur effectivement d'une société et on éduque finalement par rapport à des objectifs que la société assigne au secteur éducatif. Et ce qui est très intéressant dans ta démarche, c'est que pour la première fois, enfin, vous êtes quand même pas très nombreux chez les enseignants-chercheurs, chez les chercheurs, à, à- à mettre en débat et à mettre en culture, je dirais, cette question de la paix, de construire une société pacifiée, pas au sens des moutons bêlants, hein, mais au sens d'individus qui peuvent cohabiter ensemble, vivre ensemble, partager des expériences, s'enrichir mutuellement, et puis construire un monde différent de celui que nous connaissons, qui est quand même basé sur la lutte de tous contre tous. Hein, je veux dire, sur le plan économique, c'est la concurrence entre entreprises. Tu l'as dit pour l'école, c'est la concurrence entre individus pour que les meilleurs, entre guillemets, l'élite, finalement, puissent occuper des postes de responsabilité dans la société. Comment tu vis tout ça et comment ça t'amène? Alors, moi, je trouve que la manière dont tu l'abordes est intéressante et en tout cas permet, je dirais, une entrée dans cette problématique tout à fait intéressante. Mais c'est vrai que ça peut apparaître comme une utopie. Ben, alors comment tu fais en sorte que ça devienne autre chose qu'une utopie? C'est-à-dire en clair une utopie concrète déjà en réalisation, je dirais, dans la société d'aujourd'hui. Alors, bon, bah, déjà, je vais citer une phrase que j'aime bien, qu'aime bien prononcer un ami, c'est que les utopies d'hier sont les sociétés de demain. Et, effectivement, il faut à un moment donné penser en amont ce qui semble être une utopie avant de la réaliser. Notre société actuelle, hein, avant que les révolutions aient lieu, déjà, il y a eu une pensée qui a été à l'origine de ces révolutions. Donc, penser en amont, encore une fois, hein, c'est faire le plan avant de bâtir, ne semble pas du tout irréaliste et incompatible avec quelque chose de concret. Faire un plan, c'est quelque chose d'extrêmement concret avant d'arriver à bâtir un immeuble. Pour rebondir sur ce que tu dis et sur cette notion effectivement du fait qu'aujourd'hui les gens ne réalisent pas leur potentiel, n'ont pas en capacité de réaliser leur potentiel, je pense que c'est sans doute l'un des problèmes de notre société parce que je crois profondément que une société, l'intérêt d'une société, hein, c'est que justement elle profite des compétences de tout le monde. Et qu'à partir du moment où elle se prive des compétences d'une partie de la majorité, là même, de ses citoyens et de ses citoyennes, elle s'affaiblit. Et elle affaiblit les idées qu'elle peut produire, elle affaiblit l'intérêt que les gens peuvent y porter. Et toute la question est jusqu'à quel point on va continuer à supporter cette société et jusqu'au boutisme on va pouvoir la supporter. Et je pense que là, pour moi, s'il y a vraiment un intérêt dans ce que j'écris, c'est de générer des discussions entre les gens pour qu'à un moment donné, il y ait réellement cette question qui soit posée. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on essaye d'inventer quelque chose d'autre? Et encore une fois, ce quelque chose d'autre, à mon avis, ne peut être que quelque chose qu'on invente ensemble, parce que c'est bien de là qu'on va tirer notre force et la vigueur de la société à venir, je l'espère. Lionel ou Fabienne?
Alors moi, merci Jérôme pour ton exposé très clair, pour avoir lu ton essai et pour travailler dans l'éducation spécialisée. Je vois de plus en plus, moi je vais être dans ce que j'observe, hein, j'observe de plus en plus, on va parler d'éducation nationale et des réseaux d'enseignement dont tu parles, hein, l'enseignement étatique, enfin voilà, que en fait, de plus en plus de personnes, y compris des enseignants qui sont dans le système, hein, voilà, ne voient plus le sens de ce qu'on leur demande de faire. Il y a encore quelques années, je ne rencontrais des enseignants, parce que moi je travaille avec les jeunes en difficulté, donc handicap, donc je travaille en individuel avec ces jeunes et je rencontre les enseignants qui les reçoivent dans leur classe. Il y a quelques années, j'avais pas du tout les échanges avec les enseignants que j'ai à l'heure actuelle, qui eux-mêmes, pour une grande majorité, alors on a toujours des enseignants qui s'en foutent un peu, voilà, mais pour une grande majorité, trouvent le système maltraitant, vraiment maltraitant et n'ayant plus de sens ni pour eux, ni pour les jeunes avec qui ils travaillent. À l'heure actuelle, effectivement, et là où je rejoins Jérôme tout à fait, c'est que les objectifs qui sont fixés sont pas du tout des objectifs pour former des individus ou préparer des individus à réfléchir, ce qui devrait être, parce qu'à partir du moment où on sait raisonner, réfléchir, etc., trouver des informations, c'est facile. On n'enseigne plus des savoir-faire et des savoir-être, on enseigne des acquis particuliers. On doit savoir faire ça de telle manière, et puis c'est tout. Ça mène à rien, parce qu'en fait, au final, on systématise un enseignement et on n'apprend pas, comme dit Jérôme, à raisonner, à réfléchir, à penser, à être capable d'aller chercher l'information. L'information, elle existe. Et à pouvoir, une fois qu'on a l'information aussi, effectivement, la comparer, essayer de voir si elle est correcte ou pas, enfin voilà, prendre des sources, etc. Donc effectivement, à l'heure actuelle, vraiment, moi je vois ça. Le problème, c'est que du coup, ces enseignants-là qui se rendent compte que ça ne fonctionne pas, ils sont un peu déprimés et ils ne savent plus trop quoi faire. Donc, bon, je trouve que ton livre, pour ça, c'est un peu aussi quelque chose qui peut aider aussi à se dire, effectivement, comme tu dis, on peut penser différemment. Parce que c'est vrai que je discutais hier avec une de mes collègues dont la fille a fait des études scientifiques, hein, et qui me disait que en fait, les jeunes scientifiques à l'heure actuelle qui font des études de maths, etc., ne veulent pas devenir enseignants. En particulier dans le primaire, moi je regrette beaucoup que dans le primaire, il n'y ait pas d'enseignants d'obédience scientifique. Hein. Il n'y en a quasiment pas, hein. Zéro. Donc du coup, les sciences sont enseignées de manière très systématique et pas du tout dans le raisonnement, etc. Et en fait, elle a discuté avec ses collègues et qui disaient, je ne veux pas devenir enseignante, non pas parce que ça rapporte pas ou quoi que ce soit, il y en a qui seraient intéressés, mais parce qu'ils disent qu'en fait, ils vont se heurter à un mur et qu'ils ont le sentiment qu'ils ne pourront pas faire changer ou bouger les lignes. Voilà. Donc, en fait, on se prive peut-être des personnes qui pourraient justement, qui auraient envie de faire différemment et qui ont vraiment le sentiment que s'attaquer à ce qui est à l'heure actuelle l'éducation, ça ne marchera pas. Voilà. Bon, j'espère que ça pourra changer. On voit que dans certaines, à l'heure actuelle, dans certains domaines comme l'agronomie, etc., il y a des jeunes qui ont fait des études poussées et qui remettent en question le système dans lequel on les a poussés. Bon, voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que ça ne fonctionne pas, mais je pense ils deviennent un peu défaitistes, voilà. Et voilà. Et ils ne savent pas trop quoi en faire.
Donc peut-être qu'il faudrait diffuser ton livre dans l'éducation nationale pour lancer peut-être des débats ou lancer des idées. Voilà. Alors, il y a des personnes qui essayent de faire des choses. Il y a des expériences qui sont faites, des choses qui sont menées dans certaines classes, en particulier dans les primaires, etc. Mais le problème étant, moi, pour avoir discuté avec des instituts qui ont mis en place des choses comme ça pour travailler plus sur le sens, le raisonnement, ils me disent, mais l'année prochaine, ils changent de classe, ils changent de maître ou de maîtresse. Et ce que j'ai, moi, commencé à mettre en place, ça ne va pas être pérenne. Donc, voilà. Mais tant pis, au moins, déjà, ils auront eu un an ou deux d'un travail un peu différent qui peut-être pourra les amener à penser différemment. Voilà. C'était. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien sûr, la majorité des enseignants essayent encore de faire au mieux. Mais quelque part, je vais être sans doute plus pessimiste. Il me semble que malgré toute la bonne volonté, et il y en a là, il y en a eu avant, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai d'ailleurs dans d'autres domaines, des gens à agir au mieux, qui peuvent effectivement, par moment, apporter une lumière à l'endroit où ils vont agir. Je ne crois pas qu'il y aura de résolution comme ça. Parce que justement, la problématique est en fait inhérente à notre société. Peut-être qu'il y a 250 ans, quand notre système est apparu, en tout cas, notre système politique et une certaine organisation, c'était ce qu'il fallait. La société a changé, elle a évolué, et aujourd'hui, je ne crois pas que la solution puisse se trouver à l'intérieur. À mon avis, le problème est justement de réussir à partir sur autre chose. Et ça, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on peut pas forcément, on a le sentiment de ne pas pouvoir le faire dans notre coin. Alors, même si, encore une fois, à mon avis, le premier élément, c'est de parler autour de soi, d'essayer de réfléchir autour de soi. Et à un moment donné, essayer de dire, voilà, ce système-là, on n'en veut plus, il faut autre chose. Et c'est possible, il y a eu des assemblées qui se sont montées au moment des révolutions, c'était des assemblées constituantes qui ont formé un autre système. Donc il est possible de changer de système, et je pense que c'est peut-être cette conviction qui aujourd'hui nous manque. On a envie, ceux qui ont envie de faire quelque chose, essayent de faire au mieux avec ce qu'ils ont. Alors c'est de plus en plus compliqué, c'est assez certain, parce que je pense qu'on se dirige de plus en plus malheureusement vers la fin du système. Alors il serait bon que ce ne soit pas la fin tout court, et que pour changer, en fait, c'est sans doute ce que certains appelleraient une révolution, ce que moi j'appellerais un changement, parce qu'il y a une connotation des fois sur la révolution violente qui ne me semble pas du tout nécessaire, même si toutes les révolutions d'ailleurs n'ont pas été violentes. Et donc voilà, moi c'est ce que j'appelle de mes voeux à ce que les gens discutent entre eux et aboutissent à un changement, si c'est possible. Lionel, vas-y. Alors, moi, c'est cette notion de changement et de capacité au changement. Je pense que ça fait aussi appel à ce que tu disais sur la culture de la paix et de la non-violence. Il me semble que tant que le système politique actuel dans lequel on désigne des représentants qui ont tout pouvoir et qui n'entendent pas finalement, qui n'ont pas la possibilité d'avoir la richesse de l'ensemble des individus qui composent la population, puisqu'ils ne sont qu'un petit nombre, tant que ce système sera en place, on n'aura pas la capacité, nous, individus, à s'exprimer par regroupement et à fournir toutes les bonnes idées qu'on pourrait avoir pour changer de société. Donc c'est peut-être là aussi qu'il y a une synergie, je ne sais pas ce que tu en penses, avec les autres éléments de la CPNV. Si je peux me permettre, là, au point de la discussion où on en est, justement, il y a des transformations qui sont opérées dans notre société sans, je dirais, de par l'intervention des intéressés. Je vais prendre par exemple toutes les lois qui ont finalement pris en compte des faits sociaux, notamment sur la question du droit à vivre des relations
entre hommes et femmes ou entre hommes et hommes et femmes de manière complètement différente dans les sociétés passées. Là, il n'y a pas eu de révolution, je dirais, au sens traditionnel du terme, mais il y en a eu une révolution des mœurs et une révolution des pratiques avant qu'elle devienne une révolution de la loi. Donc, je veux dire que si on regarde ce qui se passe dans la société et dans les constructions que les êtres humains sont capables de faire à un moment donné, s'ils en ressentent la nécessité, hein. Je veux dire, par exemple, ce qu'ont fait les sociétés ouvrières euh, en plein 19e siècle, lorsque les ouvriers qui n'avaient rien n'arrivaient même plus, n'avaient pas le droit de grève, n'avaient pas le droit d'association, euh, constituaient des caisses de solidarité pour pouvoir assurer leur survie. Or, ces caisses de solidarité, elles ont débouché à un moment donné, mais il a fallu effectivement une histoire des luttes très importantes, et puis à un moment donné des faits politiques qui ont entériné, je dirais, des choses que la société portait en elle-même et dont on n'avait pas l'aboutissement, je dirais, ou la concrétisation, je dirais, d'utilité partagée à toute la société sans l'action politique. Parce qu'à un moment donné, euh, il y a l'expérimentation, c'est un petit peu la démarche scientifique aussi quelque part, hein. Je veux dire, on expérimente, on voit ce que ça produit, et puis à un moment donné, on va peut-être construire, je dirais, un modèle ou un référentiel théorique qui va nous permettre de mieux appréhender, je dirais. Alors, dans le domaine des sciences humaines, c'est un peu compliqué. Dans le domaine des sciences plus traditionnelles, c'est peut-être plus visible. Mais pour redonner de l'espoir, hein, c'est-à-dire aussi regarder un petit peu les choses, peut-être d'une autre façon, d'un autre point de vue, parce que, et tu le fais d'ailleurs, hein, en replaçant l'individu au cœur de la démarche, mais pas l'individu tout seul, l'individu qui à un moment donné rayonne, partage, fait du rhizome et à un moment donné réseaute, etc. Et arrive finalement à créer soit un mouvement d'opinion, soit un mouvement social ou quelque chose qui va obliger les représentants, qui aujourd'hui, une grande partie d'entre eux, bloquent justement la transformation de la société, les obliger à le prendre en compte et à le mettre, à l'inscrire comme un fait social partagé. Donc, enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de dire, hein, c'est par rapport au sentiment d'impuissance qu'on a souvent au regard de ce que l'on vit les uns et les autres. Sauf que quand on y regarde bien, la vie est toujours plus riche d'enseignements, de possibles, que ce qu'on veut bien nous en montrer dans le petit écran de la télévision ou des médias, voire même dans certains journaux ou dans certains livres. Donc voilà, c'est simplement pour rajouter cet élément dans la discussion et pour, je dirais, y compris conforter, je dirais, la démarche que tu as engagée. Il me semble que tu es relativement lucide. Quel rapport tu établis d'ailleurs dans ta démarche avec le politique? Pas le politique au sens de sa réduction politicienne qui n'a quasiment aucun intérêt, sinon d'être critiqué et d'être réformé complètement. Mais comment tu vois les choses? Est-ce que ton livre, il s'adresse aussi aux décideurs, aux élus de la nation, aux législateurs, à ceux qui font nos lois et qui sont susceptibles, je dirais, de mettre en place peut-être de nouvelles orientations qui nous permettront d'avoir une éducation à la hauteur des besoins d'aujourd'hui. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs choses. Bah, déjà, le fait qu'effectivement, une société est rarement totalement négative et que notre société en particulier, hein, il y a des tas de choses qu'on peut trouver positives, des éléments qui sont apparus. Donc, tu parles effectivement des lois qui ont permis une certaine, que ce soit les lois pour l'avortement, donc plus récemment en France, le mariage pour tous, ou on peut penser aussi à l'abolition de la peine de mort. Donc il y a un certain nombre, ou dans un autre champ, les congés payés qui sont aussi apparus. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui font que finalement euh, la société nous apparaît par moments pas si désagréable que ça. Et, euh, et donc, c'est aussi un élément de pérennisation, me semble-t-il, de la société. Euh,
parce que finalement, c'est pas tant aux décideurs politiques que mon livre s'adresse, mais bien aux gens, car je crois fondamentalement que c'est eux qui sont en mesure de changer la société et c'est eux qui finalement devraient décider. Et là, par contre, c'est sur un autre débat on va rentrer, c'est sur démocratie versus système représentatif ou d'autres systèmes d'ailleurs, mais le fait est que, tout à l'heure j'en parlais en parlant d'éducation civique, aujourd'hui c'est vrai qu'on a l'impression que le système représentatif est le seul système possible. Alors, je peux tout à fait entendre que l'on puisse préférer le système représentatif à un autre, mais le problème c'est qu'il n'est pas mis en question, il n'est pas mis en débat, et de fait, la partie démocratie, dont d'ailleurs souvent il se réclame, n'est pas mise elle aussi en question et en débat, et je trouve ça dommage, car je crois vraiment que la force venant justement des individus, l'expression des individus, il serait, à mon avis, plus efficace que ce soit eux qui décident, qui proposent et décident des lois, plutôt qu'un tiers qui le fasse. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais fondamentalement, il me semble qu'en tout cas, c'est vraiment aux gens de se saisir de ces réflexions-là. Non, non, je partage complètement, hein. Lionel ou Fabienne? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord aussi. La difficulté là, et je suis d'accord, on a vu Un problème de liaison, là. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un petit souci de communication. de, euh, de démocratie, entre guillemets, de la représentativité, elle est enseignée comme étant la bonne solution, comme étant le système démocratique. Euh, donc, effectivement, ce serait intéressant que ça soit proposé comme un des éléments possibles de fonctionnement démocratique, mais pas le seul, ou qu'on pourrait en tout cas au moins essayer de mettre en œuvre. On a très peu, moi je trouve que les conventions citoyennes qui ont été mises en place, elles ont très peu été mises en avant par les médias et alors même que elles ont fonctionné, que les gens qui ont travaillé à l'intérieur, ben, c'était vraiment l'illustration de ce que tu dis, c'est-à-dire les individus tous identiques mais tous différents et qui chacun pouvait amener des forces, voilà, et qui surtout, là, moi c'est ça que je trouve très intéressant là-dedans, qui surtout dans ce type d'échange, ça permet aussi de décaler son propre point de vue parce qu'on parle avec des gens, on a tous hein, notre façon de vivre, notre point de vue, on est un peu bloqué parce qu'on fonctionne comme ça, on a eu les infos comme ça. Rencontrer des gens différents qui ont un autre vécu et qui en parlent, avec qui on peut en parler de manière pacifique, en échangeant, en argumentant, ça permet de faire des pas les uns vers les autres. Ce qui, à l'heure actuelle, dans la société, n'est plus le cas. C'est-à-dire c'est très clivé, là. Dès qu'on me dit quelque chose, c'est blanc ou c'est noir. Et le politique, là, le politicien, pousse vers ça. Parce que effectivement, ben, c'est l'intérêt. Plus c'est clivé, plus c'est facile d'avoir des voix et de rester dans cette idée-là. Donc oui, et donc là, la difficulté, ça serait dans les programmes, il faudrait peut-être introduire, c'est ce que tu disais, c'est l'histoire du vainqueur qui fonctionne. Et le problème, c'est que du coup, ben, dans l'esprit des jeunes, ben, la démocratie, c'est la représentativité, et c'est la représentativité des élites, et puis voilà quoi. Et quand souvent on parle de convention de citoyenneté, de démocratie citoyenne, etc., on nous dit oh mais ça va pas marcher parce que tu comprends, les gens peuvent pas décider, ils comprennent pas, ils savent pas.
Parce qu'en fait aussi le système n'est pas expliqué correctement. Mais pas, voilà, c'est pas juste des gens qui se réunissent pour décider de quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Donc oui, moi je rejoins un peu Lio quand il dit à la base peut-être que le plus gros levier, ça serait de changer le système, entre guillemets, de changer, en tout cas de le faire un peu évoluer vers quelque chose de plus démocratique, non représentatif. Oui, oui, ça me semble effectivement que ça pourrait être un levier intéressant pour faire évoluer la société, là aussi, au même titre que l'éducation. Et encore une fois, c'est un travail synergique de différents leviers pour faire évoluer la société. Et je pense que effectivement, on a souvent un assez mauvais jugement finalement de ce que les gens, les individus sont capables de faire. Souvent, on a des personnes qui disent, oh ben, eux, ils ne sont pas capables de décider, si on leur laissait décider, ce serait la catastrophe. C'est aussi un apprentissage à faire confiance à l'autre, à laisser s'exprimer l'autre, à discuter avec l'autre. Et ce n'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin d'une personne qui serait effectivement une élite, qui serait l'élite, qui est là pour décider pour nous, qui serait plus apte que nous à décider. Si une société est réellement la réunion d'individus, qui mieux que les individus composant cette société serait apte de savoir vers où elle va. Alors, est-ce qu'elle ira vers quelque chose de formidable? Ça dépend des individus qui la composent. Mais est-ce qu'on va actuellement vers quelque chose de formidable? Je ne suis pas sûr que ce soit forcément le cas. Et donc, moi, il me semble, hein, encore une fois, hein, sans vouloir être pessimiste, mais compte tenu de la situation, que nous n'avons rien à perdre et tout à gagner à essayer de penser autre chose et autrement. Et ce que j'espère, c'est qu'en fait, voilà, on arrive à penser autre chose et autrement. Mais justement, alors une question. Euh, pour penser autre chose et autrement, mais ça c'est mon vieux fond que j'essaye d'alimenter, matérialiste hein, au sens philosophique du terme. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'il faut qu'on ouvre des espaces nouveaux d'expérimentation dans tous les champs de la société qui restituent cette capacité à agir, à faire, à transformer à chaque individu. Et sans attendre, je dirais, ça ne veut pas dire que il faut pas changer. Je pense qu'il faut changer fondamentalement l'école enfin, et le système éducatif, hein, qui n'est que une reproduction, une machine à reproduire, à éliminer, plus qu'une institution qui permette justement le développement et l'épanouissement de chaque individu de notre société. Euh, et de la même manière, alors, les luttes et la vie, enfin, je dirais l'expérience aussi, a fait bouger les lignes sur la question de la formation tout au long de la vie. Je veux dire, d'abord, alors, c'est pas venu tout seul, hein, c'est parce qu'il y a eu des luttes, y compris dans les entreprises, avec des luttes de salariés qui demandaient à enrichir leurs compétences, à enrichir leur qualification, à enrichir leur capacité à faire, et qui ont obligé, je dirais, le système éducatif à tous les niveaux à développer des formations professionnelles, y compris jusqu'à l'université aujourd'hui. On est loin de la réponse aux besoins. Hein. Je veux dire, la formation tout au long de la vie à l'université aujourd'hui, c'est la troisième roue de la charrette et en plus, c'est souvent ce qu'on présente comme le moyen d'obtenir de l'argent pour pouvoir financer l'incapacité ou la volonté politique de l'État à ne pas financer les universités. Donc c'est un vrai problème. Mais peut-être que j'ai pas été compris tout à l'heure, mais je veux dire, il y a dans la société des mouvements forts en termes d'exigences démocratiques, par exemple, et pour l'instant, ces exigences démocratiques qui sont portées évidemment par des individus, des groupes d'individus, voire y compris des mouvements politiques et des mouvements sociaux et des mouvements associatifs, se heurtent, je dirais, à euh, comment dire, au mur du refus, pour le moment. Mais il n'en demeure pas moins que ces exigences, elles montent en puissance. Et peut-être qu'elles n'ont jamais monté aussi fort
d'ailleurs, y compris dans l'éducation, hein, je veux dire, comme vous, hein, je connais beaucoup de collègues qui s'interrogent sur le sens de leur métier, sur ce pourquoi ils sont là. Mais vous savez, c'est les mêmes aussi qui s'interrogent, ce sont les infirmières qui s'interrogent sur le sens de leur métier à l'hôpital aujourd'hui, hein, ou dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question du sens de notre activité, de l'activité humaine, professionnelle ou pas, elle se pose de plus en plus partout. Donc là, je pense qu'il y a un terrain favorable à ce que les propositions que tu fais, les remarques que tu nous invites à partager, elles grandissent, je dirais, dans cette société et qu'on aille effectivement plus loin que ce qu'on n'a jamais pratiqué aujourd'hui. Et je reviens à la notion de pratique, c'est-à-dire qu'il me semble que la question de l'expérimentation, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de dépasser ce sentiment d'impuissance ou le sentiment que on n'arrivera pas à faire bouger les lignes, les murs, les frontières. Bon, il y a des murs qui sont tombés, hein. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Si, maintenant, ça fait une trentaine d'années. Mais je veux dire, il y a d'autres murs qui sont à faire tomber, par exemple autour de Gaza, pour prendre un exemple d'actualité. Je veux dire, mais il y a des choses qui... Et alors, effectivement, là aussi, ça nous invite à réfléchir sur ce que tu as appelé, enfin, sur la non-violence, mais sur le processus démocratique ou le processus de lutte. Est-ce que la lutte, elle est obligatoirement violente ou est-ce que c'est d'abord une lutte d'idées et donc un problème d'échange? Et moi, j'ai beaucoup appris, je dirais, de la manière dont la transition, entre guillemets, entre la situation d'apartheid et la situation qui aujourd'hui s'est mise en place en Afrique du Sud a montré qu'il y avait une voie différente de ce qu'on avait l'habitude de connaître. Mais il y a eu des violences avant, hein, je veux dire, c'est pas arrivé spontanément. Mais la transition s'est faite de manière pacifique, entre guillemets, hein. Faut aussi regarder la société d'Afrique du Sud telle qu'elle est encore aujourd'hui. C'est la même chose aussi, ce qui s'est passé en Inde. Enfin, est-ce que tu t'es inspiré un petit peu aussi de ces expériences humaines à grande échelle, hein, qui nous permettent quand même de montrer que l'humanité, elle est capable d'inventer des processus de transition, de transformation, qui passent par d'autres processus que la guerre ou la violence ou la guerre civile. Oui, je suis convaincu qu'effectivement, il y a d'autres processus que la guerre ou la violence. Et dans une idée, encore une fois, hein, où on veut que chacun s'exprime, cela signifie l'ouverture à la discussion et d'accepter que l'autre n'est pas forcément le même avis que soi, et que heureusement, et que au contraire, c'est une richesse. Aussi extrême que puissent être les avis et les oppositions, tout le monde fait partie de la société et il va falloir être en capacité, finalement, à un moment donné, de discuter avec tout le monde et d'intégrer tout le monde. Et effectivement, l'exemple aussi dont Fabienne parlait, hein, des conventions citoyennes, ou de manière plus générale de ce qu'on appelle aussi les mini-publics, sont un très bon exemple de la capacité de discuter entre des gens très différents, et qui finalement, bah, si on leur laisse du temps, si ils ont un cadre pour discuter, arrivent très bien à parler entre eux et à créer autre chose, hein. Comme tu dis, effectivement, hein, on peut évoluer, on peut changer, amener sur des choses différentes. Mais bah voilà, si quelque part il y a une chose concrète à faire, c'est de créer réellement ces espaces-là de discussion où on pourrait de plus en plus échanger et se réunir pour proposer autre chose et créer autre chose. Il y a un intrus. Oui, bonjour, c'est Christophe, le mari de Fabienne. Bon, merci pour tous ces échanges. Et en fait, moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, puisque effectivement, la société peut changer. Effectivement, il y a des luttes qui aboutissent. Mais ce qu'il y avait avant, et me semble-t-il, et qu'on a moins maintenant, c'est le temps. Puisqu'il y a une échéance climatique et environnementale qui se profile et qui se profile plus, en fait, hein, qui est là. Et en fait, c'est comment
comment pouvoir éviter la violence qui va avec cette crise et comment on va pouvoir articuler, en fait, parce que les échanges, ça infuse, mais ça j'y crois profondément, et au bout d'un moment, ça aboutit. Mais est-ce qu'on a le temps de cette infusion, en fait? Voilà. Vas-y, donne ton point Bah, de vue. je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. On a une échéance maintenant, donc à plus ou moins long terme, pas très long, hein, et que effectivement, ça pose un problème. Ça pose le problème de nombreuses violences qui vont pouvoir traverser la société plus encore que maintenant. Et j'ai pas de réponse et pas de solution, si ce n'est le fait de dire et de répéter que quelque part, si on veut que l'humanité perdure, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de construire un autre plan que celui qu'on a et d'échanger ensemble. Si, bien entendu, on ne veut pas que l'humanité perdure, ou tout du moins on veut rester dans un certain déni, on peut continuer comme cela, et il y a effectivement, hein, comme tu le dis, des chances que ça se termine dans la violence, ne serait-ce que la violence de guerre pour l'accès à des ressources, hein, que ce soit l'eau ou d'autres ressources, que ce soit les migrations climatiques. Et donc oui, ça peut aussi mal se terminer. Mais, Mais bon, mais pour rester sur un aspect plus positif, ça peut aussi être un moyen de nous inciter à dire que là, il faut changer, qu'on n'a plus d'autres solutions. alors, justement, enfin, mais dans la discussion quand même sur ça, euh, j'ai quand même le sentiment, enfin, je sais pas comment vous vivez les choses, mais j'ai quand même le sentiment qu'on est dans une course de vitesse entre voie démocratique, voie autoritaire. Et quand je dis voie démocratique, c'est dans le sens de ce que tu évoques, hein, Jérôme, c'est-à-dire associer le maximum d'individus à ces délibérations dont on a besoin pour faire société. Mais il y en a d'autres qui nous disent au nom de l'urgence, il faut une voie autoritaire plus rapide. Une minorité va décider à notre place de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de ce qu'il faut manger ou de ce qu'il ne faut pas manger, de ce qu'il faut faire ou pas faire. Et je crois qu'il y a un vrai débat qui est posé aujourd'hui, alors encore plus dans les relations entre peuples et entre nations, où effectivement, là encore, ça peut être plus facilement le recours à la guerre pour régler les problèmes plutôt que le recours à la voie diplomatique ou à la voie politique. Je pense en particulier à ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Donc voilà, est-ce que là, on n'est pas au cœur, je dirais, de vraiment de deux choix de société, vraiment, hein, il n'y a pas besoin de, on peut le qualifier après, hein, on peut leur donner des noms, mais peu importe. Mais vraiment, avec deux types de démarches qui sont quand même totalement antagoniques, qui peuvent apparaître pour les unes séduisantes par rapport à l'urgence, et alors que justement, la voie démocratique, elle demande du temps, de la délibération, du temps pour justement partager nos opinions sur les choix à faire, sur la manière de vivre ensemble, etc. Quel est ton sentiment ou ton point de vue, ton analyse par rapport à ça? Bah, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, hein, la problématique, c'est que, encore une fois, c'est vrai qu'il y a une urgence qui est de plus en plus angoissante, je pense, qui crée une certaine anxiété chez les gens, qui fait que, bah, d'une certaine façon, on va plutôt se tourner peut-être sur la voie soi-disant de facilité, c'est-à-dire celle que quelqu'un décide et qui serait en aptitude à nous sauver, alors qu'il me semble que c'est justement l'inverse. Et c'est effectivement un gros problème. Euh, euh, la Boétie, j'ai plus ces termes exacts, mais disait à un moment donné, en parlant des gens qui sont soumis à une certaine servitude, et donc là justement où on partirait dans une véritable servitude en l'occurrence, décider de ne plus participer, et déjà vous serez libre, et déjà il y aura un changement. Et je pense que c'est peut-être là-dessus aussi que se joue cette bascule, hein, dont tu parles.
cette bascule qui effectivement est d'autant plus prégnante qu'on est dans une situation particulière que je crois être de fin de société et éventuellement de fin d'humanité, hein, puisque comme le réchauffement climatique est mondial et qu'aujourd'hui les crises sont mondiales, elles sont plus localisées à un endroit particulier du pays et que ce n'est pas comme quand, comme le disait Marie Yourcenar, l'Empire romain s'est effondré, il y avait d'autres endroits où ça pouvait repartir. Aujourd'hui, si ça s'effondre, c'est l'humanité qui en paiera le prix, qui disparaîtra. Alors, pas la vie, hein, mais c'est dans l'idée de perdurer, de faire perdurer l'humanité. Elle, par contre, c'est l'enjeu, il me semble, de ce siècle. Bien, est-ce que tu penses avoir, ou on pense avoir ensemble fait le tour, pas complètement, hein, mais enfin au moins avoir initié un certain nombre de réflexions à partager avec d'autres et à poursuivre. Et donc on attend avec impatience ton nouveau livre, si j'ai bien compris, dont tu peux nous donner éventuellement, nous esquisser un petit peu quelques éléments pour nous donner envie de le lire, justement, quand il sera terminé. Justement, il parlera de démocratie. Il parlera de démocratie, justement, comme on a abordé le sujet. Ce sera le sujet de mon nouveau livre. Et donc, bon, il va me falloir quelques temps pour le finir, mais bon. Ok. Sinon, enfin, je ne sais pas si on a répondu hein, à ton interrogation. Merci, Dominique, pour l'invitation. Merci à toi et à tout ce que tu nous as apporté. Et merci aux réflexions partagées hein, qui ont permis d'égayer, entre guillemets, enfin de donner des réactions ou des reculs par rapport à ce que Jérôme nous a fait partager. Donc je crois qu'on a effleuré hein, un certain nombre de questions. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite, je crois, hein, euh, aux questions qu'on a soulevées. Elles sont effectivement entre les mains de bon nombre de nos collègues, de bon nombre des citoyens qui nous entourent, et que peut-être on peut essayer, ben, bon an, mal an, de leur faire partager le livre de Jérôme pour leur donner envie justement de se donner des pistes pour ouvrir les possibles. Parce que je dirais le changement climatique, enfin, la planète, alors moi là je réagis un peu en tant que citoyen, je veux dire attention aux effets meurtriers des phénomènes sur l'urgence. Il y a une urgence climatique, c'est certain. Euh, il y a aussi un écosystème qui réagit. Ce qui est le plus dramatique, c'est pour les êtres humains. La planète, elle va continuer d'exister, bon an, mal an, sauf si on la fait exploser avec toutes les bombes qu'on a accumulées dans les différents pays. Mais pour autant, je dirais, là encore, j'espère, enfin, j'ose espérer que l'instinct vital euh, sera le plus fort et nous permettra de trouver la voie, justement, et les réponses dont on a besoin. Mais ce qui est sûr, c'est que, comment dire, on voit bien dans l'histoire de l'humanité que les réponses violentes, les guerres, n'ont jamais résolu les problèmes. Il a donc toujours fallu, à un moment donné, discuter, négocier, trouver des compromis quelle que soit la guerre qui s'est produite. Donc il a fallu que l'humanité se remette autour d'une table pour construire effectivement des solutions. Et de ce point de vue-là, il y a des pistes aujourd'hui qui s'ouvrent, peut-être pour réformer les institutions internationales, comme l'ONU, pour réformer nos institutions, peut-être avec une sixième république dans les années qui viennent. Et puis, je pense qu'il y a toute une réflexion, je le dis pour information, mais j'ai un collègue là qui fera une intervention aux rencontres d'Espace Marx au mois de décembre sur la République de Weimar. Donc, vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais où, pour la première fois, je dirais, il y a eu la mise en place de réformes, de référendums d'initiative citoyenne. Donc, tu vois, ça, l'histoire rencontre des fois aussi des choses portées par de plus en plus de gens aujourd'hui. Et je crois que c'est des voies concrètes là qui sont en train de se dessiner. Un dernier mot, c'est toi qui termine, Jérôme.
Bon, encore une fois, moi je remercie tout le monde pour ces échanges parce que je j'ai pas de solution, hein. Comme tu le disais, il n'y a pas de solution toute prête et que je crois vraiment, je ne cesse de le redire, que c'est dans l'échange et dans la discussion que peut se trouver la solution. Même si cela prend un peu de temps, c'est à mon avis la solution la plus efficace et celle qui nous permettra éventuellement d'échapper à cette fameuse fin de l'humanité qui ne sera pas, comme tu l'as dit, la fin de la Terre, a priori. Merci Jérôme. Merci à Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée Non, Ah je non, ne l'ai ah, pas pardon. coupé. et à bientôt pour de nouvelles aventures. Vous Merci aussi, Jérôme. merci beaucoup. Merci beaucoup. À Oui. bientôt.